Bonjour et bienvenue dans ce nouvel échange autour de notre santé depuis l'agence Sud-Ouest à Bayonne. Nous sommes accueillis pour ce nouvel échange toujours par Pierre Sabatier, le responsable d'édition de l'agence Sud-Ouest, donc Pays Basque. Nous évoquons tour à tour 3 thématiques autour de notre santé. Presque 2 ans après le début de cette pandémie, nous parlons du parcours de soins, de également ce métier de soignant qui est souvent mal valorisé. Dans cette table ronde, nous allons parler de la santé mentale. Elle est considérée plus ou moins différemment depuis le début de la pandémie, un domaine qui était méconnu, mal jugé, peu considéré, qui a donc pris une nouvelle place avec le Covid. Pierre Sabatier, je vous laisse présenter vos invités. Merci Laetitia. Oui, avec nous pour en parler des spécialistes évidemment de la santé mentale. Le docteur François Chevrier, qui est médecin psychiatre et directeur de la clinique Caradoc. Bonjour. Docteur Pierrette Estingois, qui est médecin psychiatre à Camp-de-Prats et donc qui dépend le centre qui dépend du centre hospitalier de la Côte Basque. Docteur Étienne Vallard, vous êtes pédopsychiatre au centre hospitalier de la Côte Basque également. Monsieur David Iribarné-Garay, je ne l'ai pas écorché. Donc vous êtes médecin psychiatre, vous, à la clinique d'Amade à Bayonne, et le docteur Pierre Vaez, médecin psychiatre également, à la clinique Mirambeau à Anglette. Merci d'être là. D'ailleurs, certains d'entre vous étaient là l'an dernier lorsque nous avons fait ce premier échange presque post-Covid, on le croyait en tout cas à l'époque. On s'était déjà intéressé à la santé mentale, on avait déjà aperçu les premiers effets, notamment sur les jeunes. Docteur Vaez, comment allez-vous ? Je vous remercie, ça va. L'établissement de santé a fait face à la crise Covid du mieux qu'elle pouvait. Je pense que cette épreuve du Covid nous a fait nous rendre compte que nous étions vulnérables. Et cette vulnérabilité a permis, je pense, de dédramatiser l'accès aux soins en santé mentale, ce qui fait que nous avons observé une augmentation des demandes d'aide, en particulier chez les jeunes entre 18 et 24 ans, les personnes isolées, toutes les gens dont leur activité professionnelle était interrompue. On a vu une émergence plus fréquente d'idées suicidaires. En 2020, on craignait une vague de suicides. Donc les prises en charge ont continué. Le tabou de la santé mentale est un peu moins présent. Je pense que c'est un des avantages de tout ça. Je me suis trouvé, peut-être comme vous, devant le chanteur Stromae sur TF1 qui a pu parler de ses difficultés psychiques. Et ça a été extrêmement émouvant, on était extrêmement émus. Et depuis, nous avons observé une augmentation. Il y a un numéro vert qui a été mis en place en octobre 2021 pour prévenir le suicide, la prévention du suicide. Et ce numéro vert qui ne marchait pas beaucoup finalement depuis l'intervention de Stromae a augmenté, les chiffres ont augmenté, les demandes d'aide ont augmenté. Je pense que c'est finalement cette épreuve Covid, c'est finalement un accès en santé mentale accru et peut-être plus facile. Merci, docteur Iribarné-Garay. Vous avez, pendant cette période, on va dire, cumulé les deux fonctions, psychiatre en libéral dans une grande ville, Bordeaux, et puis depuis quelques mois à Bayonne, à la clinique d'Amade. Comment vous avez aussi vécu ces deux périodes, et est-ce que c'est différent quand on le voit dans une grande ville comme Bordeaux ou à Bayonne, où vous avez ressenti les mêmes difficultés ? Alors pour moi, il y a eu effectivement ce changement, puisque j'étais effectivement, comme vous le dites, d'abord sur Bordeaux au début de la crise. Donc pour moi, c'est vraiment 2 temps différents, avec un gros changement dans mon activité. Donc je pense que j'ai eu, comme beaucoup, on voit que là on est peut-être sur un deuxième temps par rapport à notre activité, avec une première période où on a été pris un peu, choqué un peu par beaucoup de décompensation de nos patients assez brutales, et que ce soit des troubles de l'humeur, des troubles anxieux sévères, vraiment sur une phase assez aiguë, je pense, de décompensation des patients. On est sur une période, pour se situer, moi je suis à Bayonne là, donc depuis sur l'hôpital de jour Egal Dia, la clinique d'Amade, là depuis octobre de cette année.
Et au mois de mars du premier confinement, j'étais donc en cabinet libéral. Il y a vraiment une différence dans Voilà. la prise en charge et dans les Ouais. troubles entre le Moi, c'est premier ce que j'observe confinement sur la population adulte, en tout cas, vraiment, oui. Là, j'ai plus l'impression d'avoir retrouvé mon activité de psychiatrie classique. Bon, même si j'ai changé d'activité, que je suis plus sur l'hôpital, mais que c'était vraiment sur la première année au départ où on voyait vraiment le plus de décompensation aiguë. Je ne sais pas si c'est l'expérience de mes confrères aussi. Voilà ce que je peux dire. Oui. Docteur Astingo, est-ce que c'est aussi votre observation? Est-ce que finalement vous êtes revenu à la normale? Juste les chiffres, une enquête de Santé publique France qui révélait juste là en décembre, 18% des Français présentent des troubles dépressifs, 23% en état anxieux. On n'est pas loin de 10 points au-dessus de ce qu'il y avait avant le Covid. Alors moi j'exerce sur le pôle de psychiatrie adulte de l'hôpital de Bayonne, qui est le pôle de psychiatrie publique pour le secteur sur la côte basque. Ce qui fait que nous avons une population qui est moins dans des troubles réactionnels, en dehors peut-être des premières demandes en CMP qui ont augmenté sur ce registre-là. Nous, sur le site d'hospitalisation complète, on a affaire à des personnes qui ont des troubles sévères, dont l'endogénité, ça veut dire qu'il y a une participation qui est peut-être plus structurelle, plus constitutionnelle des troubles, est importante. Ce que j'ai observé, c'est effectivement qu'il y a, en ce qui concerne un certain registre de troubles dépressifs, anxieux, des réactivations, des angoisses qui se manifestent chez les patients qui augmentent et qui reprennent cette thématique, mais comme elle prendrait n'importe quelle thématique conjoncturelle. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que ça se déclenche, c'est déclenché par le Covid, mais finalement ce serait déclenché à un autre moment? Ça pourrait se déclencher pour d'autres motifs qui paraîtraient peut-être moins exceptionnels et qui justement colorent un petit peu ce type de trouble, c'est-à-dire que des stress ordinaires peuvent aussi déclencher ce type de trouble particulièrement grave. Donc, ce que j'ai observé aussi, c'est que ce que je voulais dire, c'est que paradoxalement, certaines personnes ayant des troubles très sévères, qui se trouvaient peut-être dans une situation d'isolement social, de sentiment de différence et presque d'exclusion, d'auto-stigmatisation, ont peut-être renversé quelque chose. Il y en a certains qui m'ont dit, moi je trouve que c'est remarquable de le dire, il y en a certains qui m'ont dit, c'est curieux, mais depuis que tout le monde est obligé de s'isoler, eh ben moi j'ai l'impression d'être plus normal. Et ils se sont adaptés finalement à la situation de manière presque plus simple. Je tiens à leur rendre hommage d'avoir remarqué cela. Pour certains, en revanche, à ce moment-là, au moment du confinement, c'est vrai qu'on en parlait, des gens qui étaient isolés avant et qui, là, n'étaient plus seuls à être isolés. Il n'empêche qu'il a fallu sortir du confinement et ressortir dans le monde. Pour eux, ça a à nouveau été pas toujours simple quand même. Absolument. Donc le fait de ressortir ensuite et de trouver cette agitation, après s'être habitué à un calme relatif, a généré pour certains une aggravation de phobie. Il a fallu réapprendre très petit à petit à retourner vers les autres, etc. D'autant qu'on avait souvent mis en suspens, je pense qu'on en reparlera, un des outils fondamentaux que nous avons en psychiatrie qui est peu connu du grand public, c'est ce qu'on appelle nous des groupes thérapeutiques ou ateliers médiatisés pour travailler justement le fait d'apprivoiser le lien social et de se sentir en sécurité en présence d'un autre dans un espace thérapeutique. Docteur Chevrier, du côté de la clinique Caradoc, pareil, depuis l'an dernier, vous avez senti des changements dans l'activité et dans les patients que vous recevez. Comment ils ont évolué ou comment les situations ont évolué? La demande reste toujours très importante, avec beaucoup de patients qui souffrent de pathologies anxieuses, dépressives ou de troubles du sommeil. Vous avez évoqué l'enquête de Santé publique France, les chiffres sont assez éloquents. 69% des Français évoquent des troubles du sommeil dans les 8 derniers jours. C'est 20 points de plus qu'avant la pandémie Covid. Et ça, c'est des gens qui viennent consulter. Et je rejoins le Dr Weiss sur un des bénéfices finalement de la crise Covid, c'est peut-être l'amélioration de l'accès aux soins en santé mentale avec un début de déstigmatisation vis-à-vis de ces soins. C'est devenu moins tabou finalement de solliciter la psychiatrie, qu'elle soit publique ou privée, et de demander des soins et de l'aide pour sa santé mentale. On parle de manière globale sur les Français, Laetitia l'a dit, et ça touchait, on le voyait déjà l'an dernier, notamment les jeunes. C'est une population aussi que vous avez à Caradoc, on va dire les 16-25 ans. Comment ils réagissent justement aujourd'hui ?
Alors, la population des 16-25 ans, nous, on a une unité 16-25, effectivement, donc on reçoit beaucoup de patients de cette tranche d'âge-là, et on voit une augmentation très importante de cette population dans les demandes de consultation et dans les demandes d'hospitalisation. Donc on a mis en place un parcours de soins spécifique avec des consultations psychologues, assistantes sociales, et tout un parcours dédié avec des groupes thérapeutiques dédiés à cette tranche de population. Et c'est vrai que c'est des populations qui sont particulièrement vulnérables, qui sont particulièrement exposées vis-à-vis de l'isolement. Et donc Santé publique France a d'ailleurs développé récemment toute une proposition sur les réseaux sociaux pour les aider à demander du soin. On parlait du numéro vert, le 3114, ça fait aussi partie des choses qui sont très importantes à développer pour éviter les passages à l'acte suicidaire. 9000 suicides par an en France, donc c'est quand même un chiffre absolument énorme, oui. éloquent. 200 000 tentatives de passage à l'acte annuelles en France, donc c'est vraiment des enjeux de santé publique qui sont extrêmement importants. Et là, est-ce qu'enfin, vous avez l'impression de vous sentir entendu, reconnu, pas marginalisé? Je ne sais pas, est-ce que justement, comme la maladie mentale et les troubles mentaux sont entrés, acceptés, tout le monde en a parlé, on a tous accepté d'en parler, même Stromae. Est-ce que ça change les choses, justement? Vous avez plus de facilité à toucher ces publics fragiles? Il faut penser que si la demande d'aide vient spontanément, et elle est plus précoce et on est dans la prévention, parfois, c'est plus les troubles sont pris précocement, et mieux c'est pour les patients. Donc je pense que l'accès est plus facile, je pense que c'est important, au même titre que ces conférences santé, cette information. Toutes ces choses-là permettent quand même de faciliter les prises en charge. Est-ce qu'il y a une forme de prévention? Justement, on parlait tout à l'heure de prévention pour d'autres pathologies, mais en santé mentale aussi? Tout à fait, bien sûr. Expliquer les risques du manque de sommeil, expliquer les risques des conduites addictives, expliquer les risques des troubles anxieux. Donc il y a toute une action éducative, préventive qu'on peut avoir en psychiatrie libérale sur les premières consultations, puisqu'on a des demandes d'avis, souvent parfois pour des gens qui ne sont pas tombés encore dans la maladie. Et ensuite, par contre, pour les patients qui ont été malades ou qui ont des troubles qui sont déjà installés, on a des hôpitaux de jour avec justement ce qui a été dit, des ateliers thérapeutiques, donc qui sont basés sous un chinois-anglais sur les thérapies cognitives et comportementales, où on apprend à gérer son stress, son anxiété, l'estime de soi, l'affirmation de soi, la gestion de ses émotions. Donc ce sont des groupes thérapeutiques avec une éducation thérapeutique là, qui est un petit peu plus poussée sur quelques semaines. Docteur Étienne Vallard, qu'en est-il des tout petits, de ceux qui vont peut-être là fêter leurs 2 ans, qui sont nés au début de cette pandémie, qui ne connaissent que des adultes masqués? Ça sera probablement dur pour eux dans un deuxième temps. C'est des inquiétudes qu'on a, qu'on ne peut pas trop vérifier. C'est plus la population adolescente qui a vraiment souffert de la pandémie, peut-être à retardement, 6 mois après le reste de la population, on pourrait dire ça. Les tout petits, on se pose des questions oui, sur leur contact avec l'autre, avec leur corps, la santé physique. Quelle inquiétude on peut avoir. Ils doivent se laver les mains beaucoup plus que nous au même âge, par exemple. Et la question du masque, des rapports. Alors, je ne suis pas spécialiste des tout petits, mais certainement que l'interaction, les sourires, c'est comme ça qu'ils grandissent, un peu comme les ados grandissent en interaction sociale dans les aspects scolaires et sociaux. Le tout petit, c'est le rapport avec l'autre démasqué. Alors, dans le quotidien, ils le sont, démasquer les parents quand même, mais on peut imaginer que ça sera compliqué plus dans un deuxième temps, à retardement sûrement. Alors, il commence à y avoir des parutions justement sur ces tout-petits et sur aussi notamment l'apprentissage du langage. Donc on sait que forcément, ne pas avoir une bouche qui bouge quand elle parle, c'est plus compliqué. Vous, c'est déjà des choses, même si on comprend, c'est difficile, on n'a finalement pas tant de recul que ça, mais est-ce qu'il y a quand même des choses que vous percevez chez ces enfants? Alors, je répète, c'est pas forcément ma patientèle, mais je pense qu'il y a des adaptations. On voit les orthophonistes qui s'adaptent en prenant des masques qui sont des visières plutôt, qui permettent de voir et de mimer. Pour ceux qui ont déjà des troubles, les accompagner. Et dans les aspects quotidiens et à la maison et au niveau scolaire, il y a quand même la possibilité d'être démasqué une partie et de pouvoir apprendre ces choses-là quand même. Et comment vont nos adolescents?
Alors les adolescents, pour le coup, ils sont très très mal. On a perçu à retardement. C'est vrai que c'est l'automne 2020, le confinement partiel, qui n'était pas un confinement aussi sévère que le premier, a vraiment, dans la médecine, dans la psychiatrie hospitalière, on a vu d'astreinte une intoxication médicamenteuse volontaire et qui était massive par jour. En tant que pédopsychiatre d'astreinte, c'était très très régulier et les consultations ont vraiment explosé au centre médico-psychologique Ah oui, de c'est l'hôpital. l'automne qui a été difficile. Oui, finalement. c'est intervenu peut-être là à la répétition chez les adolescents qui se disaient mais concernant la confiance en l'avenir, concernant aussi la scolarité qui était présentielle, distancielle, comment se retrouver dans tout ça, je pense que ça les a beaucoup déstabilisés. Jusqu'où ça ira, comment on va s'y retrouver et ils expérimentent aussi dans les liens sociaux, au-delà de la scolarité pure, ils expérimentent dans les liens sociaux et ça les a vraiment impactés à ce moment-là. Et nous, sur Oui, 7-8 c'est vrai mois, qu'on on a vu une on en parlait arrivée. beaucoup au début, et on comprenait bien l'isolement, le fait de ne pas pouvoir voir ses copains, etc. C'était compliqué, le fait de ne pas pouvoir aller en cours. Mais aujourd'hui, où les choses sont quand même un peu revenues à la normale, qu'est-ce qui fait que ça coince encore chez eux? C'est plus au long cours, c'est du coup l'impact sur leur scolarité, ils doivent se projeter très loin avec Parcoursup dont on parle pas mal sur le Qui début existait avant d'année le Covid. civile. Mais du coup, ils doivent se projeter alors que Qui angoisse peut-être aussi leurs les parents, parents. hein. Comment ? Qui angoisse aussi les parents. Et voilà, peut-être que leurs parents ont du mal à se projeter eux aussi au niveau professionnel et qu'eux, de leur côté, ils doivent se projeter assez loin. C'est plutôt la confiance en l'avenir et de manière générale, le monde et où il va, je pense. Est-ce que ça exacerbe, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, docteur, hein, est-ce que ça exacerbe finalement une fragilité qui était déjà là? Il y avait déjà Parcoursup, c'était déjà pas facile d'être un ado, mais est-ce que ça a exacerbé, oui, chez eux? Alors moi, il me semble aussi donc, que ça a exacerbé quelque chose qui existait, qui était latent et qui s'est réveillé un peu plus fort à cette occasion. Du coup, c'est une chance de pouvoir en parler publiquement et peut-être de réveiller les consciences sur une problématique adolescente qui n'est pas récente. Les études sur le mal-être des étudiants préexistaient largement à la crise Covid et il y avait déjà des signaux d'alarme sur l'amplification du sentiment de perte d'espoir dans l'avenir, sur des baisses d'estime de soi, sur le taux de suicide qu'on n'arrive pas à faire baisser malgré une politique et voilà, un numéro vert, des choses comme ça de prévention et qu'on n'arrive pas à faire complètement baisser ce chiffre de suicidants, notamment chez les jeunes adultes. Et les étudiants qu'on pourrait croire à l'abri parce qu'ils sont définis déjà dans un parcours et qui pourtant se sentent très très mal voilà, et ont une perte de sens. Donc moi je trouve que ça a réveillé quelque chose qui était déjà effectivement tout à fait en train de se déliter et qui est un phénomène plus général au niveau de notre société avec les jeunes qui s'interrogent sur leur avenir et qui ont l'exigence de devenir beaucoup plus adaptables, beaucoup plus flexibles, peut-être de changer rapidement de voie et on leur demande des exigences importantes. Oui, docteur Vaez, c'est ça les consultations que vous avez avec les jeunes, ils ont peur de l'avenir ou ils n'y croient plus? Je pense qu'il y a un épuisement dans la durée, un peu, donc les sorties qui sont limitées, ne pas pouvoir voir ses amis, donc c'est sûr qu'il y a moins d'activités de plaisir en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu épuisant dans la durée en fait. Je pense que bon, là, il y a aussi de belles pépites. Ils ont des idées, ils ont envie aussi de faire de belles choses, mais je pense qu'à certains moments, on peut les voir s'épuiser en fait. Docteur Iribarne-Garay, vous vous intéressez évidemment aux jeunes, mais aussi à la tranche supérieure, on va dire les 25-40 ans, qui aussi ont changé avec le Covid, et certains en profitent soit de changer de voie, soit en quête de sens, c'est le terme qui revient à la mode. C'est aussi compliqué pour les gens de cette génération que pour les plus jeunes, que pour les adolescents. Oui, on parle des étudiants et on parle des jeunes, cette tranche d'âge des 15-25 qui effectivement est très impactée, qui est déjà connu pour être plus fragile même avant la crise, ça on le savait. Et les autres, ce que c'est je plus vois nouveau, aussi quoi. sur les plus âgés, comme vous dites, effectivement, et plus de 25 ans, c'est aussi cette jeune génération qui rentre dans le marché de l'emploi et qui démarre dans le marché de l'emploi au moment où la crise démarre, qui sont effectivement peut-être un peu à l'arrêt, et qui attendent toujours un peu la fin de cette crise aussi pour pouvoir redémarrer et démarrer dans la vie active. À l'arrêt, c'est-à-dire?
Ça peut être des crises existentielles sur j'ai fini mes études, comment je vais démarrer professionnellement, comment je vais trouver du travail, et qui décrochent en fait totalement, quoi, hein, qui cherchent même plus du travail et qui sont simplement dans l'attente de la sortie de crise. Ah oui, d'accord. Ils sont pas forcément en train de se dire bon ben j'ai essayé ça, finalement ça ne me rend pas heureux, ça ne m'épanouit pas, et donc j'ai Si, envie il y de a faire ça autre aussi. chose. Si, Voilà, si, il y a ça c'est un phénomène aussi Ouais, les qu'on deux. observe sur cette tranche qui d'âge-là. veulent changer ouais. de vie. Oui. C'est ce que vous observez aussi. Et là, ils sont comment? Ils sont angoissés, ces gens-là? Ils ont peur aussi Oui, de bien l'avenir? sûr. C'est cette problématique aussi, la même finalement qui rejoint peut-être dans la continuité des 15-25, peut-être d'une vision assez peut-être pessimiste de la société tout simplement, et une difficulté encore peut-être à s'intégrer tout simplement. Oui. Docteur Chevrier, il y a aussi une pratique qui s'est développée, celle de la téléconsultation. Qu'en pensez-vous? Alors la téléconsultation, nous la pratiquions avant la pandémie Covid, à petite échelle. Et puis effectivement, lors du premier confinement, on a basculé la majorité des suivis en présentiel. Et donc on a vraiment développé de manière très importante cette activité de téléconsultation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que ça permettait de poursuivre les suivis. Sinon, il y aurait vraiment eu des ruptures de soins qui auraient été dramatiques dans le parcours de certains patients. Et puis, c'est rentré progressivement dans les mœurs. Et finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que certains patients qui sont éloignés sur le territoire, un peu précaires, avec des difficultés à venir, préfèrent continuer sur ce mode-là de la visioconsultation. Et c'est assez intéressant. Alors, tout n'est pas parfait avec la visioconsultation, mais enfin, on Pourtant, s'aperçoit on quand imagine même... qu'il y a peut-être un problème de confiance quand on n'a pas la personne face à face. C'est parfois peut-être plus C'est surtout- compliqué de se confier, ou Ouais, le lien. j'en sais Difficile de rien. créer un lien. Et là, il y a un écran qui Alors, sépare. avec les patients qu'on connaissait préalablement, ça s'est fait assez naturellement. Pour une première consultation, c'est vrai que ça peut être un petit peu particulier. Nous, on l'a pratiqué dans le cadre des évaluations de troubles bipolaires. Et finalement, on s'est rendu compte que ça se passait plutôt bien. Mais c'est vrai que ça ne remplace pas vraiment une consultation présentielle. Mais ça reste quand même une pratique intéressante. Docteur, vous avez un avis là-dessus sur la téléconsultation? Docteur, Je vous ai vu faire des signes de sourcils Je profite de ne pas avoir de masque pour pour vous exprimer. diffuser mon expression émotionnelle par le visage. Donc oui, effectivement, la téléconsultation, ce sont des choses que nous faisions déjà auparavant, parce qu'il peut être utile pour, entre deux consultations, d'avoir quelqu'un au téléphone, ou si quelqu'un est un peu loin lors d'un séjour de vacances, pour des personnes qu'on a suivies, mais pour des personnes qu'on connaissait en ce qui nous concerne, pour des personnes qu'on connaît déjà parfaitement suivies. Ce que je voulais dire, c'est que je suis assez d'accord sur le fait que ça ne remplace pas le présentiel et que c'est peut-être important, même si c'est une deuxième ou troisième consultation, on peut commencer par de la téléconsultation, c'est bien de voir au moins une fois la personne. Ce que je voulais souligner, c'est que tous les outils de consultation et toutes les façons de faire de consultation générale peuvent avoir systématiquement un avantage. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément qu'une dégradation du présentiel. Parce que moi, j'ai accompagné des personnes pendant le confinement total, vraiment au téléphone de façon très régulière, parce que c'était des gens très fragiles, de façon hebdomadaire, qui avaient l'habitude de venir en hôpital de jour et qui ne pouvaient pas s'arrêter comme ça. Ils étaient trop loin, puis ils avaient peur. Ils avaient peur d'être malades à l'époque, parce que la crainte a quand même baissé de tomber malade depuis la vaccination, etc. Les gens ont confiance, en tout cas les gens qui fréquentent... Il y a moins de cas graves aussi. Voilà. Ça. Donc, et à l'époque, personne ne savait où on allait. Il y en avait qui avaient très peur, ils ne voulaient absolument pas venir, même si on disait tout est sécurisé. Et du coup, je me suis rendu compte que lors des consultations téléphoniques, des gens qui me connaissaient, on avait une approche psychothérapeutique qui pouvait être d'une qualité différente et parfois avec un petit plus. C'est-à-dire qu'au téléphone, les personnes ne sont pas devant, elles se laissent peut-être plus bercer et elles vont parfois plus loin dans le fait de se confier à leur psychiatre qui à la fois est plus loin mais à la fois plus intime dans le téléphone. Moi, je trouve que c'est aussi un outil complémentaire et qui peut faire un petit peu de plus. Je tiens à le souligner. Et qui répond aussi à une surcharge. Je n'ose pas vous demander la date de dispo de vos prochains rendez-vous, cher docteur. Voyez, mais c'est quand même aussi un problème. C'est qu'aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous... Demain, si c'est nécessaire. C'est 2 mois. Ouais, voilà, 2 mois. Donc la téléconsultation répond aussi à cette question-là. Et on parlait avec aussi certains d'entre vous, hors micro, la téléconsultation, et vous le disiez,
docteur, permet aussi de ne pas avoir le masque et peut-être pour vous d'avoir une manière de mieux voir, découvrir le patient que vous avez devant vous. C'était peut-être avec vous, je crois, docteur Vez, qu'on en parlait. Tout à fait, hein, bien sûr, je suis d'accord. Et ce qui a été dit, ça ne remplace pas le présentiel, hein. C'est important parce qu'en présentiel, on a une alliance thérapeutique qui se crée et c'est plus simple pour faire des suivis par la suite. Par contre, quelqu'un qui est isolé, qui est seul, qui est en difficulté ou qui est malade, ça permet parfois d'avoir un premier contact et après, on arrive à faire un présentiel. Bon, je crois que malgré tout, on reste disponible. On essaie de répondre aussi aux urgences, hein. Je crois qu'il y a certes, il y a des délais dans les consultations, mais à tous les niveaux, je pense, quand c'est urgent, on répond présent quand même. Alors, Soit dit. On a commencé à parler de prévention tout à l'heure. Je voudrais qu'on finisse cette table ronde quand même sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on a un de ses proches dont on ne sait pas trop s'il va bien, s'il s'en sort, ça fait déjà un petit moment, mais vous voyez, comment est-ce qu'on peut identifier, comment est-ce qu'on peut accompagner un proche, puisqu'aujourd'hui, on le disait aussi tout à l'heure, on peut en parler plus librement. Quels sont les signes? On va commencer avec vous, docteur Vallard. Il y a plusieurs structures en fonction des âges. Après, l'hôpital peut toujours orienter. Concernant les adolescents, c'est par l'aspect parfois un peu détourné de la maison des adolescents qui permet pour un adolescent seul déjà de s'orienter et de prendre contact avec éducateurs, psychiatres et infirmiers pour faire ce point-là. Après, il y a différentes structures qui sont pour repérer et partenaires et en fonction des facettes, le premier évaluateur pourra orienter. Ensuite, en fonction de l'âge et en fonction de ce qu'il présente, parfois aussi dans le libéral, parfois à l'hôpital. C'est pas forcément via les urgences que ça sera le plus efficace. Pour les ados, ce serait la maison des adolescents. Enfin, je parle pour les mineurs, bien sûr. Après, le CMP et le CAM, ce sont des lieux où les secrétariats peuvent orienter. Et nous, après, solliciter aussi les différents partenaires. Docteur Éric Barnet-Garay, pour vous? Sur la prévention en santé mentale, je pense que c'est un sujet complexe, hein. Je ne crois pas qu'on soit les plus forts parmi les spécialités médicales à pouvoir faire de la prévention. Ça, mais moi, j'aimerais revenir quand même sur la question de l'accès aux soins, parce que si on veut faire de la prévention, il faut qu'il y ait de l'accès aux soins. Et même si, oui, bien sûr, on essaye de se rendre disponible pour les urgences et autant qu'on peut, il faut quand même dire les choses, hein. C'est absolument impossible de trouver un rendez-vous avec un psychiatre aujourd'hui. Moi, je suis donc sur la région, je démarre mon activité depuis 4 mois. Mon agenda, il est complet. Après, il y a toujours les urgences qui sont prises en compte, évidemment, les situations urgentes, j'imagine. Mais pour une consultation où on ne sait pas trop ce qu'on a, mais on se dit, tiens, ça serait bien de voir un spécialiste, où il faut compter minimum 2 mois, comme vous disiez. Ce que vous disiez tout à l'heure. Plutôt un trimestre, quoi. Voilà, alors on s'arrange pour recevoir au mieux les patients au plus vite, mais il y a quand même, voilà, il faut je crois que le vrai enjeu là aujourd'hui, et c'est un des sujets qui va être abordé aussi par nos confrères, c'est quand même la question de l'organisation des soins, quelque chose dont on a beaucoup parlé, la démographie médicale, le manque de personnel soignant. Ça, c'est vraiment ça notre problématique au quotidien, hein. On n'arrive pas à recruter des soignants. Et pour pouvoir faire de la prévention, pour pouvoir voir les patients, il faut qu'il y ait des soignants, il faut qu'il y ait des médecins. Et il y a beaucoup de postes non pourvus. L'hôpital de jour, au moment où j'arrive, ils ont tourné 100 médecins pendant plusieurs mois. Et c'est le cas de beaucoup de services de psychiatrie en France, hein, qui se débrouillent à 100 médecins. On ferme des lits parce qu'il n'y a pas assez d'infirmiers. Donc je crois que c'est vraiment ça là, le problème le plus aigu aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur. Merci à tous. Vous nous avez amené tout naturellement vers la prochaine table ronde, prochaine webconférence. Nous allons parler de ces professions de soignants, souvent mal valorisées, des échanges santé toujours depuis l'agence Sud-Ouest à Bayonne, à suivre sur sudouest.fr.